Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Média pour ce nouveau numéro de la Chronique de Bélir, votre programme hebdomadaire consacré au regard affûté de Bélir Nabli sur l'actualité. Bélir Nabli est professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public. Une fois par semaine, il nous parle de politique nationale et internationale avec un fil rouge, le droit public, le droit international. Sert-il encore de boussole dans notre monde tourmenté ? Chaque semaine, dans cette émission, vous aurez donc droit à l'éclairage de Bélir. Au sommaire de ce nouveau numéro, Benyamin Netanyahou répondra-t-il de ses crimes devant la Cour pénale internationale ? La juridiction basée à La Haye a en tout cas émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien ainsi que contre son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, et contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, qu'Israël a annoncé avoir tué en juillet dernier. Netanyahou et Gallant sont visés pour leur implication dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité concernant des faits allant au moins du 8 octobre 2023 à au moins le 20 mai 2024. Et maintenant que cette demande d'arrestation est officielle, une question tarot de la communauté internationale. Benyamin Netanyahou sera-t-il arrêté s'il se rend dans un pays adepte du soutien inconditionnel et ayant ratifié le statut de Rome qui a créé la CPI? Par ailleurs, comment expliquer la réaction française à cette annonce qui met à mal le positionnement officiel plutôt favorable à Israël? Bélir Nabli nous livre tout de suite son analyse. Salut Bélir. Salut. Alors, tout d'abord, une réaction globale après ces mandats d'arrêt annoncés donc jeudi dernier contre Netanyahou, Gallant et Deif. On s'est interrogé un petit peu sur la lenteur qu'avait prise, lenteur relative, disons, qu'avait prise cette enquête sollicitée donc par le procureur de la Cour pénale internationale. Est-ce que cette annonce a été surprenante pour toi ? Alors, il faut revenir sur la durée, effectivement, qui est exceptionnelle, sans précédent, et qui s'explique en même temps rationnellement. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les juges de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale ont été mis sous pression. Ils ont été mis sous pression par Israël et par ses alliés occidentaux, les États-Unis en particulier, oui, qui, contrairement au principe d'indépendance de la justice, principe constitutif de toute démocratie digne de ce nom, eh bien, contrairement à ce principe, ils ont fait pression sur ces juges pour qu'ils ne répondent pas favorablement à la demande de délivrance de mandat contre le dirigeant israélien. On se souvient de cette interview de Karim Khan dans laquelle il parlait justement de ces pressions venues d'officiels américains carrément. Oui, et puis il y a eu des enquêtes journalistiques, pour le coup, publiées notamment par Le Monde, sur cette réalité qui aurait mérité plus de bruit, plus de réflexion de la part soit de nos intellectuels, soit de nos politiques, mais qui n'a suscité pratiquement aucune réaction finalement, comme si cela relevait du nouvel ordre international, à savoir le fait de faire prévaloir la loi du plus fort. Alors, l'applicabilité de cette décision pose encore beaucoup de questions. Je rappelle qu'Israël ne fait pas partie des 139 États signataires du statut de Rome et que 32 États, dont les États-Unis, alliés d'Israël, ont signé le statut de Rome mais ne l'ont pas ratifié. Est-ce que cela met un peu à mal cette décision de la CPI ? Disons que sur la scène internationale, Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, M. Gallant, ne seront pas interdits de circuler sur toute la scène internationale. Ils seront contraints, en gros, d'éviter le territoire de tous les États qui ont ratifié le statut de Rome, c'est-à-dire le traité qui a créé la Cour pénale internationale. Parce que s'ils devaient prendre le risque de s'aventurer sur le territoire de l'un des États membres de la CPI, eh bien, ces États membres sont désormais tenus par leurs obligations, notamment le fait de procéder à l'arrestation de ces deux dirigeants ou ex-dirigeants israéliens et de les remettre à la CPI à La Haye. Donc il y a là une réalité, des conséquences plus que symboliques, judiciaires, suite à la décision de la chambre préliminaire de la CPI. La question
en même temps, se pose au regard du fait que la CPI n'a pas les moyens d'exécuter elle-même sa propre décision. Il n'y a pas de police au service de la CPI qui serait chargée, concrètement, d'aller à la fois enquêter et surtout d'aller poursuivre Benyamin Netanyahou et M. Galland pour les remettre à la CPI. Donc, la CPI dépend du bon vouloir, d'une certaine manière, en tous les cas, de la coopération des États membres. Et c'est là où c'est un nouveau test, d'une certaine manière, pour la CPI. Pourquoi ? Le premier a été réussi d'une certaine manière, dans la mesure où, malgré la pression, eh bien, finalement, la Chambre préliminaire a répondu positivement à la demande du procureur, sur la base d'arguments juridiques étayés, eux-mêmes fondés ou développés sur la base de faits matériels avérés. Et on rappelle seulement sur la période jusqu'au 20 mai dernier. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les derniers mois qui ont été tout aussi dévastateurs et sanglants pour Gaza. En effet, la donne n'a pas été remise en cause depuis, au contraire. Mais il y avait déjà ce test, et ce crash test, si j'ose dire, a été réussi. Reste le deuxième crash test, c'est savoir si les États membres de la CPI vont jouer le jeu, c'est-à-dire vont satisfaire leurs propres obligations. Et là, il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés qui se sont manifestées à travers les prises d'opposition officielles de certains États membres, alors de manière tout à fait manifeste, notamment du côté de la Hongrie, puisque M. Orban a invité Benyamin Netanyahou à se rendre en Hongrie, alors même que la Hongrie est à la fois partie de la CPI et préside actuellement l'Union européenne. Donc il y a là l'affichage d'une volonté de violer ses propres obligations. Et puis vous avez de l'autre des propos qui n'appellent pas à ne pas respecter les obligations de l'État, mais qui ont été équivoques. Et là, on a naturellement la position française sur laquelle on reviendra, mais il faut aussi noter le cas du Premier ministre Trudeau, le Premier ministre canadien, qui lui a été très clair, univoque pour le coup, qui a rappelé que tout simplement il exécuterait les obligations internationales du Canada en la matière et que si l'hypothèse devait s'opposer, elle ne poserait pas de problème à ses yeux. Alors, la France, donc, pour le coup, est signataire et a ratifié le statut de Rome. Mais, tu le disais un petit peu, la diplomatie française est gênée aux entournures. Je te propose de regarder deux séquences. D'abord, celle du porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine, qui ne savait pas très bien quoi répondre aux journalistes sur l'éventualité d'une présence de Benyamin Netanyahou en France. On regarde. Je veux revenir sur les mandats d'arrêt émis par la CPI. Je crois que vous n'avez pas répondu précisément à la première question sur si Benyamin Netanyahou vient en France, est-ce que concrètement il sera arrêté ? Alors, je vais pas. C'est une question qui est juridiquement complexe. Encore une fois, je serais heureux de revenir avec vous sur ce sujet-là. C'est un point qui est juridiquement complexe, donc je ne vais pas faire de commentaires ultérieurs aujourd'hui, mais je serais heureux de pouvoir revenir vers vous précisément. Encore une fois, c'est juridiquement une situation qui nécessite beaucoup de précautions. Voilà, et dans une seconde séquence, on va voir le ministre des Affaires étrangères lui-même qui était l'invité dimanche en politique, c'était dimanche dernier. Écoutons-le, c'est tout aussi difficile à saisir. C'est la formalisation d'une accusation, ça n'est pas un jugement à ce stade. La France est très attachée à la justice internationale et très attachée à ce que la Cour pénale internationale puisse travailler en toute indépendance. Et ce que nous disons depuis toujours, c'est qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Et chaque fois qu'Israël a violé le droit international, en privant les populations d'accès à l'aide humanitaire, en bombardant les populations civiles, en organisant des déplacements forcés de populations, ou en incitant la colonisation de la Cisjordanie, eh bien, nous l'avons dénoncé et nous l'avons condamné avec la plus grande fermeté. Donc, vous donnez raison à la Cour pénale internationale ?
Je ne me substitue en aucun cas à la Cour pénale internationale. Quand il y a des circonstances, il faut que ce soit condamné. Donc la Cour pénale internationale a condamné ce que vous dites là. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt qui est la formalisation d'une accusation qui est portée à certains responsables politiques israéliens. Si Benyamin Netanyahou vient en France, il sera arrêté. La France appliquera toujours le droit international. Donc il sera arrêté s'il vient en France. C'est une question hypothétique à laquelle je ne vais pas répondre tant qu'elle est hypothétique. Mais sur le fond, sur l'idée, si Benyamin Netanyahou devait venir en France, il serait arrêté. Je peux revenir sur le fond si vous voulez. Non, mais notre position, elle est claire, elle est constante. La position du gouvernement français, qui joint toujours les actes à la parole, elle consiste à dire qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect plein et entier du droit international. Mais que la France applique aussi les décisions de la Cour pénale internationale. La France applique toujours le droit international. Bélir, alors, le porte-parole du Quai d'Orsay nous dit que la question d'une éventuelle arrestation de Benyamin Netanyahou serait juridiquement complexe, que ce serait une situation juridiquement complexe. Qui complexifie la situation, on a envie de dire, alors que le cas du mandat d'arrêt est assez clair. Elle est diplomatiquement complexe au regard du fait que Benyamin Netanyahou est le Premier ministre d'un État qui est un allié stratégique de la France. Mais sur le plan juridique, il n'y a aucune complexité. On serait là, dans cette hypothèse-là, face à un cas d'obligation internationale à respecter. Donc il n'y a aucune complexité. Il y a en cas de présence sur le territoire français de Benyamin Netanyahou, il reviendrait aux autorités françaises de l'arrêter, de le remettre à la Cour pénale internationale de l'Haye. Aucune ambiguïté sur les obligations de la France. Là où ça devient compliqué, c'est effectivement la relation stratégique et privilégiée entre les deux pays. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est la relative surprise que semble exprimer le porte-parole du Quai d'Orsay, qui, comme s'il ne s'attendait pas à une telle décision, alors qu'elle était attendue depuis des mois. Et qu'elle n'avait rien de surprenant sur le plan juridique. Donc c'est de nature à signifier en fait le malaise, tout simplement, le malaise de notre diplomatie face à cette hypothèse, face à ces mandats internationaux contre des dirigeants israéliens. Malaise d'autant plus palpable si on les compare aux réactions qui se sont exprimées au Quai d'Orsay, à l'Élysée, lorsque des mandats pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité avaient été rendus très justement, de manière fondée, contre cette fois-ci Vladimir Poutine. Je te propose d'ailleurs, on va voir à l'image ce tweet du compte X, donc ce post X du compte Monsieur Propagande, qui a mis côte à côte en quelque sorte les deux réactions et interpellé le Quai d'Orsay, donc en mettant les deux réactions après les mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et ceux émis contre Netanyahou. Dans la version France Diplomatie, donc le compte du Quai d'Orsay concernant Vladimir Poutine nous dit la décision de la CPI d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova fera date. Aucun responsable de crimes commis par la Russie en Ukraine, quel que soit son statut, ne doit échapper à la justice. Voilà. On voit un premier post sans aucune ambiguïté. Et dans le deuxième post qui est apparu donc, le 22 novembre à la suite des mandats d'arrêt émis contre Benyamin Netanyahou notamment, le post nous dit « Cour pénale internationale, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt demandés par le procureur de la Cour pénale le 20 mai dernier. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais de la formalisation d'une accusation. » C'est le poste en lui-même qui est très formel comparé au premier et qui prend beaucoup de pincettes alors que ce n'était pas le cas avec l'Ukraine. Le premier, celui qui vise Vladimir Poutine, en fait, il traduit une satisfaction politique, une adhésion à la décision de la CPI. Alors que le second, on a l'impression qu'il a été produit par ChatGPT, par une machine robotisée, une intelligence artificielle qui adopte un langage bureaucratique. Donc ce décalage, il traduit quoi finalement? Il traduit ce malaise dont je te parlais, et qui renvoie lui-même finalement à ce qui est présent en filigrane depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
lorsqu'on met en perspective ce conflit avec le conflit en Ukraine et le sentiment, plus que le sentiment, la réalité d'un double standard, d'un deux poids, deux mesures, dans l'appréciation des faits et dans la qualification des faits. Et enfin, sur l'empathie exprimée à l'endroit des victimes en fonction de leur identité, ce qui vient contredire frontalement, manifestement, notre discours traditionnel sur l'universalité des droits de l'homme et l'application du droit international. Vous savez, tu sais, la politique étrangère française, depuis le début de la Ve République, elle repose en grande partie sur cet attachement au droit international. C'est ce qui a fait vraiment l'un des traits de notre spécificité sur la scène internationale. C'est se référer au droit international et s'en tenir à son respect et à son application, au moins sur le plan discursif. Là, les ambiguïtés, les réticences manifestes. Et même par le passé, on a vu que dans le cas, par exemple, il y a plus longtemps de Laurent Gbagbo, avec le mandat d'arrêt qui avait été émis et l'arrestation même de Laurent Gbagbo qui a été transféré à la CPI, il n'y avait pas vraiment d'ambiguïté. C'est-à-dire que la position française est en train de varier en fonction de son rapport à ses partenaires. Oui, mais c'est ça qui affaiblit le droit international, finalement, parce que si vous avez ce qu'on appelle des sujets du droit international, des États qui réagissent et qui se positionnent en fonction systématiquement de leur strict intérêt, on remet en cause l'universalité du droit international. Et si on commence à considérer qu'il doit s'appliquer de manière variable en fonction des intérêts, en fonction de l'identité des protagonistes, etc., les règles du jeu sont remises en cause, elles sont bafouées, et donc il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'elles ne sont plus communes à tous les acteurs, puisque chacun a des intérêts propres et chacun a des représentations propres. Donc c'est la remise en cause du droit international comme langage commun sur la scène internationale qui se joue aujourd'hui. C'est ça qui est très, très dangereux, et on a l'impression que les responsables politiques en France n'ont pas conscience de cela, parce qu'il y a une forme de légèreté, je trouve, par rapport à notamment les réactions à droite et à l'extrême droite qui ont consisté littéralement à rejeter, à balayer la décision de la chambre préliminaire de la CPI, à appeler l'exécutif à ne pas suivre et à ne pas appliquer donc et à ne pas respecter ses mandats. C'est le cas de, on va l'écouter certainement là, Manuel Valls, qui n'est pas de droite, quoique. L'identité politique de Valls mériterait toute une émission. Toute une émission, ça c'est sûr. Alors, Manuel Valls, ancien Premier ministre, qui dit que Benyamin Netanyahou, s'il était lui encore Premier ministre, ne serait pas arrêté malgré ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On l'écoute. Oui ou non, si M. Netanyahou est sur le sol français, il faut l'arrêter. Si j'étais Premier ministre, je vous dirais non. Clairement, non. On ne peut pas le faire pour les raisons que j'ai évoquées. En dépit du fait que la France est signataire, en dépit de la France, que la France est signataire de la CPI. Parce qu'on ne peut pas se poser cette question sans se dire qu'il faut réviser totalement ces règles. Derrière cette décision, de mon point de vue, il y a une décision purement politique. Donc vous assumeriez de ne pas respecter la signature de la France des accords de la CPI. Je ne suis plus Premier ministre et je suis devant vous, et donc c'est facile à dire, mais je vous dois évidemment cette franchise. Oui. Vous êtes conscient que ça choquera beaucoup de gens qui disent, je comprends. Et c'est la France, c'est quand même un des piliers de l'ONU qui dit on s'assied sur un accord sur la signature de la France. Je le comprends parfaitement. Alors c'est assez incroyable d'entendre ces propos de la part d'un ancien Premier ministre. Le sens des responsabilités n'est pas tout à fait important pour Manuel Valls, on dirait. Ça souligne parfaitement l'inconsistance de son positionnement et de son discours. C'est quelqu'un qui s'est construit à travers un discours fondé sur les valeurs de l'autorité, de l'ordre, du respect des valeurs de la République, dont fait partie le respect de l'état de droit. Et là, on voit bien que dès qu'il se trouve face à une situation ou une hypothèse qui ne correspond pas à son imaginaire, et bien tout cela
explose et s'effondre sur lui-même. Ça veut bien dire qu'il n'y a aucune consistance chez Manuel Valls dans son discours. C'est un discours de posture qui n'a d'intérêt que lorsqu'il est tourné contre ses adversaires politiques, lorsqu'il s'agit d'appliquer les valeurs du respect du droit, les valeurs de la République contre ceux qui sont perçus par lui-même comme des amis ou des alliés. Il se départit de ses propres obligations et de ses propres valeurs. Donc il y a là vraiment une vraie inconsistance qui souligne, au-delà de sa personne, quelque chose de très marquant par rapport à cette séquence. Parce qu'encore une fois, au-delà de Manuel Valls, encore une fois, on a eu affaire à un bloc allant de l'extrême droite au centre droit qui a consisté à, encore une fois, rejeter la CPI et nos obligations. Ou à faire fi de ces décisions, à ne pas commenter. Et ça fait référence à quoi? Ça fait écho à quoi? Ça fait écho encore et toujours à ce qui est en vogue, j'ai l'impression, savoir la remise en cause de l'état de droit, tout simplement. Retailleau a exprimé quelque chose de très profond aujourd'hui, à savoir espèce de désir de se départir de l'état de droit dès lors qu'il s'agit d'obligations qu'on perçoit, enfin qu'ils perçoivent comme des freins, des obstacles, des boulets par rapport soit à leurs intérêts, soit à leurs objectifs, soit à leur vision. Parce qu'il y a là, en vérité, une vision qui s'exprime à travers les positions exprimées à l'extrême droite, à droite, et aussi à travers des silences suspects à gauche. On y reviendra. Mais cette vision, quelle est-elle? C'est que finalement, les obligations du droit international, le respect du droit international, les contraintes du droit international, elles sont, selon eux, en réalité, destinées à certains seulement. Et ce groupe est celui qui n'appartient pas à la grande famille de l'Occident, à la famille dite de la civilisation judéo-chrétienne, pour reprendre leurs paroles, qui, en réalité, ne reposent pas forcément sur une réalité historique, mais plus sur un fantasme et des représentations. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de rapport au droit. Il y a aussi ce qui justifie ces attaques contre le droit et le respect de l'état de droit. C'est en fait une vision d'un ordre qui soit interne, c'est-à-dire national ou international, hiérarchisé. Ceux qui sont à la base ou inférieurs, en bas de cet ordre, eh bien, d'une certaine manière, on doit leur appliquer un régime particulier. À l'inverse, ceux qui sont au sommet de cet ordre, eh bien, ont le privilège, ou devraient avoir le privilège, de pouvoir se départir de certaines obligations, notamment celle de respecter le droit international. Alors, la gauche a réagi quand même majoritairement de manière favorable, a salué cette décision de la CPI. Et puis, tu le disais, on a une partie de la gauche qui est quand même, elle aussi, gênée, jusqu'à ne pas se prononcer, alors qu'on l'a entendu, cette partie de la gauche, parfois dans le cas de l'Ukraine ou alors des Ouïghours, s'exprimer. Comment expliques-tu cela ? C'est pas à moi d'expliquer leur position, c'est à eux d'expliquer leurs contradictions fondamentales. Moi, le personnage ou la personnalité politique qui me vient à l'esprit, c'est vraiment Raphaël Glucksmann. On va voir Raphaël Glucksmann qui n'a pas évidemment manqué de tweeter lorsque un mandat d'arrêt avait été émis contre Vladimir Poutine, mais qui fait un peu silence radio depuis quelques jours. Et donc, je te laisse poursuivre. On voit le tweet à l'écran pendant qu'on poursuit le commentaire de cette même chose. Autant sa position sur les mandats contre Vladimir Poutine et la commissaire aux droits de l'enfant russe était, de mon point de vue, légitime, fondée en droit international et au regard aussi des valeurs qui sont censées être les nôtres, les valeurs humanistes et universelles. Autant le fait qu'il garde le silence sur des décisions de même nature, mais cette fois-ci à l'encontre de dirigeants israéliens, me porte à croire qu'en fait, il différencie ses positions et ses visions en fonction, encore une fois, de l'identité
politiques et autres, des responsables politiques en question. Donc, je trouve ça extrêmement problématique. Alors, attention, pourquoi Raphaël Glucksmann en particulier? Parce qu'il a une singularité. Moi, j'attends rien, par exemple, d'un François Hollande ou d'un Bernard Cazeneuve ou d'un Manuel Valls. À gauche, enfin, Valls n'appartient pas à la famille. Je pense qu'il a fait scission depuis longtemps. Mais en tout cas, si on entend Bernard Cazeneuve et François Hollande comme appartenant à la famille de la gauche, c'est une famille particulière. Ce sont des héritiers de la SFIO qui, historiquement, en vérité, se sont toujours départis d'une forme d'universalisme des droits de l'homme. C'est-à-dire que la SFIO, ce parti dont est en partie héritier le Parti socialiste, a une responsabilité, notamment par rapport à l'ère coloniale et à la guerre d'Algérie. Donc, on n'attend pas grand-chose de ces personnalités-là, à gauche, du point de vue du respect des droits de l'homme. Par contre, Raphaël Glucksmann, lui, a fait irruption dans le débat public et sur la scène politique en essayant de construire une identité politique précisément articulée autour une vision universaliste des droits humains, incarnée par un combat noble au service des droits du peuple ouïghour contre la puissance chinoise, face également à l'autoritarisme russe incarné par Vladimir Poutine. Et là, tout d'un coup, on voit une rupture, en fait. C'est un changement de ton, des silences extrêmement pesants, assourdissants, qui, encore une fois, viennent souligner, finalement, ce mal ancré dans ce bloc occidentaliste, en vérité, qui consiste à appliquer quasi systématiquement un double standard en matière de respect des valeurs et des droits qui sont revendiqués pour certains et relativisés, voire tus pour d'autres. Et donc, voilà, tout cela nous affaiblit collectivement et je pense que c'est le pire ou le plus important. Alors, d'autres se montrent plus à la hauteur de cette décision. C'est le cas de l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui, on le sait, monte souvent au créneau contre ce qui se passe, essaye de proposer des solutions diplomatiques. Et pour lui, ce mandat d'arrêt doit tout simplement s'appliquer. Il le disait au micro de BFM TV. Vient la question du traitement d'Israël. Là, nous avons toute une gamme d'actions possibles pour faire pression sur Israël. Il est évident que la justice internationale s'applique pour tous. On ne peut pas vouloir l'appliquer pour les chefs d'État africains, l'appliquer pour Vladimir Poutine et ne pas l'appliquer pour Benjamin Netanyahou. Donc tous les Européens et la Commission européenne l'a clairement dit, le commissaire concerné, la justice internationale doit s'appliquer, elle ne se divise pas. Et donc s'il vient en France, ce mandat d'arrêt doit s'appliquer. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas continuer à travailler avec le gouvernement qu'Israël a choisi. Ça veut dire que téléphoner, ça veut dire que éventuellement des rencontres en Israël sont possibles dans un cadre qui doit être défini par les Européens, mais il est clair que la pression doit s'exercer pour que le droit international, pour que le droit humanitaire s'applique et que pour le principe de justice s'applique. Voilà, la parole forte, toujours, on le sait, de Dominique de Villepin, est-elle entendue véritablement par la diplomatie française ? En fait, elle est forte parce qu'elle est cohérente, elle a une colonne vertébrale qui fait que ça contraste avec ce que je disais auparavant, à savoir des personnalités politiques qui ne sont pas cohérents avec eux-mêmes et qui donc ont un discours qui perd en crédibilité, tout simplement. C'est ça la force de Dominique de Villepin. Il ne varie pas. Il considère qu'il y a un droit international qui s'applique à tous et qui ne doit pas varier en fonction des identités et des intérêts. Et en appliquant de manière systématique ce principe très simple, eh bien, il est audible. Il est audible parce que les autres préfèrent finalement varier leur discours
et finalement ne pas assumer ce qu'il revendique par ailleurs, à savoir l'universalité, encore une fois, des droits humains ou du droit international. C'est ce qui fait sa force aujourd'hui, et en même temps, c'est une source de crainte, parce que c'est pas normal qu'il soit aussi seul à le dire et à tenir un discours aussi fort, parce que cohérent. C'est quelque chose de très... D'autres le disent, mais sont ostracisés aussi sur la scène politique nationale. D'autres tiennent des discours assez forts. C'est vrai mais on a vu les accusations oui. d'apologie du terrorisme, la frontière entre la liberté de s'exprimer sur ces sujets et le piège de tomber dans le délit d'apologie du terrorisme que LFI veut justement enlever du code pénal. La frontière est tenue. Oui, disons que à LFI, alors je ne suis pas un spécialiste de LFI, de leur communiqué de presse, etc., mais ils ont multiplié soit des prises de parole, soit des documents officiels, des documents qui engageaient le parti, qui étaient propices à des attaques politiques. Donc ils ont pris des risques qu'ils ont à assumer. Et c'est à eux de se défendre et de répondre aux attaques dont ils font l'objet. Mais c'est vrai qu'ils mettent au cœur de leur discours aussi le droit international. Je trouve quand même que De Villepin est plus, comment dire, plus consistant, il choisit ses termes de manière plus fondée, plus audible, sans faire de références qui soient facilement discutables. Et c'est pour ça qu'à la fin, il est audible précisément et difficilement critiquable, même si, il faut bien le reconnaître, lui-même est critiqué. Ah oui, il est critiqué pour son passé qui n'a pas toujours été aussi cohérent. Mais on a vu dans un échange sur France 2 dans l'émission Quelle époque, un échange entre lui et Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, elle aussi, assez révélateur de la vision dont les deux ont de la diplomatie française. Je vous propose de regarder. Et en l'occurrence, le combat qu'il faut mener et que ne mène pas suffisamment la France, c'est un combat pour défendre les principes. Ceux qu'il faut défendre en Ukraine, ceux qu'il faut défendre en Ukraine et ceux qu'il faut défendre à Gaza et au Moyen-Orient, et en particulier le fait que le droit international doit être respecté dans un cas comme dans l'autre. Elisabeth Borne. Là, je pense qu'on rentre dans de la politique politicienne. Absolument. Parce que je pense que dire que la France n'a pas affirmé très fortement dès le départ qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international, dire que la France Arrêtez-vous là. Est-ce qu'elle le fait dans le respect du droit international? Oui, mais... Non, mais arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Mais qui ne le dit pas aujourd'hui, et quelle est votre solution magique qui fait que on n'obtient pas aujourd'hui. Mais quelle est votre solution magique? La solution magique, c'est quand Joe Biden donne un ultimatum à Benyamin Netanyahou qui ne le respecte pas, quelle est votre solution magique? C'est de ne pas accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Vous voyez les massacres dans la bande de Gaza. Je ne les accepte pas. Et je me bats pour... Voilà, c'est assez bluffant de voir ces deux visages à des époques différentes, certes, mais deux visages de la vision de la France dans le monde. Une qui est totalement défaitiste et considère qu'on n'est pas capable de changer les choses à Gaza, ni de faire le poids face à Israël. Et l'autre, celle de Dominique de Villepin, qui veut que la France s'impose d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu es surpris par cette différence? Oui, c'est vrai que ça transparaît bien dans cet échange, à savoir que finalement, tu as d'un côté un volontarisme affiché, assumé, et de l'autre, tu as une vision bureaucratique pratiquement de la diplomatie, avec une responsabilité à minima de la France sur la scène internationale, avec aussi, il faut bien le reconnaître, parce que, c'est deux anciens premiers ministres, mais manifestement, ils n'ont pas le même niveau. Dominique de Villepin était diplomate de formation. Et ça s'est ressenti très fortement, parce que Mme Borne semblait carrément être ignorante de certains aspects de ce conflit, mais des aspects qui font l'actualité, notamment les poursuites judiciaires dont fait l'objet Benyamin Netanyahou dans son propre pays. Oui. Et puis, de manière plus substantielle, je dirais, elle a défendu un discours qui est très diffusé, notamment pour les pro-israéliens qui essayent de justifier leur propre position aujourd'hui, qui consiste notamment à tenter de balayer du revers de la main les mandats de la CPI, et qui consiste à souligner qu'on ne peut pas
mettre sur le même plan les dirigeants du Hamas. Il n'en reste plus qu'un vivant et officiellement poursuivi aujourd'hui, Mohamed Deif, par la CPI. Annoncé mort par Israël. Voilà, on ne sait plus, mais comme les deux autres qui étaient visés initialement par le procureur ont été assassinés, ils ne sont plus poursuivis. Et de l'autre, donc, des dirigeants israéliens en accent cette différenciation sur le caractère démocratique de l'État d'Israël. Sans même entrer dans la discussion de savoir quelle est la nature du régime israélien, et il y aurait beaucoup à dire, l'argument démocratique n'a pas de portée, n'a pas de valeur du point de vue du droit international. Un État, d'un côté, et ses dirigeants, de l'autre, ne peuvent pas arguer du caractère démocratique du régime dont ils sont soit issus, pour échapper à leurs obligations ou justifier la violation du droit international. Ça ne marche pas, cet argument. Il n'est pas recevable, comme on dit, devant la justice internationale. Et pourtant, il est répété à souhait dans le débat public. Oui, mais Israël est une démocratie. Alors, encore une fois, non seulement la nature du régime est discutable, preuve en est. Si la chambre préliminaire de la CPI a délivré les mandats en dépit de sa compétence subsidiaire, c'est qu'elle considère, cette chambre, et donc les juges de la CPI, que le système judiciaire israélien n'offre pas les garanties pour poursuivre lui-même les dirigeants israéliens incriminés. Donc on a là un message aussi, j'allais dire subliminal, mais dont on n'a pas trop parlé. Mais en tout cas, c'est un message clair. Le fait qu'Israël soit un État de droit, c'est une question qui se pose aussi. C'est un élément extrêmement important. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que dans la réaction de Benyamin Netanyahou, il a préféré déplacer le curseur sur l'antisémitisme. Il qualifie cette décision d'antisémite et s'estime victime d'un procès Dreyfus. L'argument est repris par certains dirigeants occidentaux. Est-ce que une décision d'une cour de justice, une cour pénale internationale, peut être qualifiée d'antisémite? Et est-ce que ce caractère antisémite pourrait être retenu s'il devait contester la décision en question? Alors, non seulement la décision de la chambre préliminaire de la CPI est fondée en droit, et non sur des éléments de nature politique, et encore moins sur des éléments qui seraient susceptibles de relever de l'antisémitisme. Il faut le dire, en fait, les dirigeants israéliens font beaucoup de mal à la lutte contre l'antisémitisme, qui est une lutte nécessaire et impérative, mais qu'ils dévoient tout simplement, parce qu'on ne peut pas invoquer l'antisémitisme pour essayer d'échapper à la justice ou pour dévoyer une juridiction. C'est un argument vraiment qui n'est pas digne, encore une fois, de dirigeants démocratiques. Et en même temps, si ça ne concernait que le régime israélien, non, malheureusement, un tel discours qui consiste finalement à dévoyer la lutte contre l'antisémitisme et la qualification même d'antisémitisme, se répercute dans notre propre société. Et c'est en cela que ce type de discours est extrêmement dangereux, parce qu'il faut naturellement mener une lutte contre l'antisémitisme, mais il faut qu'elle corresponde à une réalité matérielle, clairement identifiée, et ne pas prêter à discussion ou à faire l'objet d'une légèreté comme celle à laquelle cèdent malheureusement les dirigeants israéliens qui, je le rappelle, ont également utilisé l'argument de l'antisémitisme pour critiquer les organes de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, je pense, lui-même, et maintenant donc la CPI. Donc voilà, c'est malheureux et dangereux. C'est dangereux. Est-ce que la CPI est en danger? On parlait des menaces formulées par les États-Unis. Quand on voit que la politique étrangère américaine pourrait ne pas forcément changer de direction avec Donald Trump, est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir de cette Cour pénale internationale?
Maintenant qu'elle prend une décision qui n'arrange pas le leader du monde libre, si on peut le dire. C'est plus large que ça, en fait. Pourquoi elle est historique, cette décision ? En fait, elle vient confirmer une première décision à contre-courant, si j'ose dire. Ce sont les mandats qui ont été lancés contre Vladimir Poutine, qui déjà étaient historiques parce qu'elles ont visé le dirigeant d'une grande puissance mondiale, une puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était sans précédent. Et en plus, la Russie, même si elle n'appartient pas au bloc occidental, n'appartient pas non plus au Sud global. Et donc, on avait là un premier signe tendant à répondre à la critique récurrente contre la CPI, qui, comme tu le sais, est souvent accusée de ne poursuivre que des dirigeants du Sud global et des dirigeants africains en particulier, alors même que la justice pénale internationale, au-delà de la CPI, a déjà poursuivi quelqu'un comme Milosevic, mais qui était un ennemi stratégique de l'Occident. Donc il y avait cet argument-là à laquelle la CPI a répondu déjà avec les mandats contre Vladimir Poutine. Et puis là, on franchit un nouveau seuil, puisque c'est carrément un allié stratégique du monde occidental qui est visé. Ce qui a été remarquable, c'est que le fait qu'il puisse être visé et faire l'objet de mandats a actionné une réaction a priori ou préventive des puissances occidentales qui ont mis la pression sur les juges de la Chambre préliminaire pour qu'ils ne répondent pas favorablement à la demande du procureur de la CPI. Donc il y a une vraie solidarité entre eux et avec Israël, qui, de facto, est considéré comme un élément constitutif du monde occidental, au moins du point de vue géopolitique. Et par ailleurs, pour répondre peut-être plus directement à ta question, là où c'est délicat, risqué et donc courageux de la part de la CPI, c'est qu'il faut bien reconnaître que celle-ci, du point de vue de son fonctionnement, de ses moyens, dépend en grande partie des Occidentaux. Même les États-Unis, qui n'ont pas ratifié le statut de Rome et qui ne sont donc pas membres de la CPI, participent au fonctionnement effectif de la CPI en l'aidant notamment dans les enquêtes en Ukraine. Et donc la remise en cause de cette aide effective pour le bon fonctionnement de la CPI risque d'être à l'ordre du jour de Donald Trump en particulier, mais il faut bien dire que la présidence de Donald Trump, de ce côté-là, risque de s'inscrire dans une forme de continuité avec celle de Joe Biden. Alors j'aimerais qu'on dise un mot sur les répercussions régionales, sachant que malheureusement, les bombardements israéliens continuent, que ce soit au Liban ou à Gaza. Les tensions avec l'Iran n'ont pas cessé. Est-ce que ces mandats d'arrêt peuvent changer quelque chose pour le conflit au Liban, à Gaza notamment ? Alors, si on s'attache juste aux faits, ça n'a absolument rien changé quant à la continuité de la stratégie appliquée par l'armée israélienne, tant à Gaza qu'au Liban et en Cisjordanie, parce qu'on oublie trop souvent la Cisjordanie, où la dynamique de colonisation s'est accélérée depuis le 7 octobre. Donc pour l'instant, factuellement, rien. Par contre, on peut souligner quelques éléments. Premièrement, dans le discours un peu médiatique et même politique, on nous présente la société israélienne comme profondément divisée, ce qui est vraiment faux en vérité, sur un certain nombre de sujets comme finalement l'offensive sur Gaza et au Liban, où il y a une écrasante majorité qui est favorable à ce qui est entrepris par le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, que deuxièmement, les mandats de la CPI contre Benyamin Netanyahou ont suscité une réaction de rejet total. Donc la société israélienne désormais fait carrément bloc derrière Benyamin Netanyahou, et y compris des acteurs publics qui interviennent dans le débat français à partir de Tel Aviv. Je pense à un certain Julien... Pas Julien Audoul, une version israélienne dont j'ai oublié le nom, mais qui est installé à Tel Aviv. Exactement, mais qui lui a affirmé
sa solidarité avec Benyamin Netanyahou. Bref, il n'y a pas véritablement de clivage sur les questions de fond qui nourrissent ce conflit, notamment la question de la colonisation et la question, au jour d'aujourd'hui, de la stratégie militaire menée à Gaza comme au Liban. Donc c'est une réalité sur laquelle, naturellement, les acteurs de la vie politique française ne reviennent pas parce que ça reflète finalement une image pour le moins troublante de la société israélienne, qui est en réalité gangrénée par l'esprit colonial, tout simplement. Et c'est cet esprit qui explique en grande partie finalement la tragédie qui prend forme au Moyen-Orient. Eh bien, merci beaucoup, Bélir, pour ces clés de décryptage après les mandats d'arrêt émis, donc, entre autres, contre Benyamin Netanyahou. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition, cette nouvelle émission de la chronique de Bélir. Vous êtes déjà plus de 65 600 à avoir signé notre pétition pour une répartition plus équitable et démocratique des fréquences TNT. Continuez à la signer et la partager. Rendez-vous sur le site internet tnt.lemediatv.fr. En attendant, nous avons une excellente nouvelle. Le média élargit sa diffusion et débarque sur la plateforme Molotov. Dès maintenant, vous pouvez regarder le média comme sur votre télé, directement et gratuitement via l'application Molotov. Merci à vous qui permettez à une information libre et indépendante des forces politiques et de l'argent d'exister en soutenant notre antenne. Chaque don, chaque abonnement compte. Restez connectés aux médias pour la suite de nos programmes.